Eh ben, mille merci de m'avoir invité. Moi aussi, je suis très honoré de commencer ça et ravi de pouvoir en parler à la PHP, donc la PHP qui était le promoteur de cette étude dont je vais vous parler. Donc, c'est une étude qui va s'intéresser à l'intubation des patients qui sont dans le coma pour une cause toxique et pour savoir s'il faut ou non les intuber. Donc, c'est l'étude NICO, promotion à PHP, qui a été financée par le PHRC national 2019. Donc, moi, j'ai pas de conflit d'intérêt, absolument aucun, ni avec cette étude, ni avec aucune autre facette de quoi que ce soit. Donc écoutez, ça tombe bien, on est en 2024 et joyeux anniversaire le Glasgow. Alors vous connaissez probablement tous le Glasgow Score, le score de Glasgow. Il a été pour la première fois décrit en 1974, voilà, donc par des chercheurs de la belle ville de Glasgow. Et en fait, c'était une étude très courte, c'était même pas une vraie étude en fait, c'était une proposition pour créer une échelle d'évaluation de la profondeur du trouble de la conscience. Donc des patients dans le coma, il fallait trouver un moyen, un petit score pour les surveiller et que les gens parlent le même langage, les infirmiers, les médecins, pour dire voilà où il en est. Et donc ce score qui a été développé, tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise en continu, et finalement on ne sait pas très bien pourquoi. Initialement, il était développé pour surveiller le patient traumatisé crânien, mais ce n'était pas un score pronostic, ce n'était pas un score qui devait guider la thérapeutique. Alors, on s'en sert pour la profondeur du coma, et le coma, ça fait peur, parce que, bon, en 1980, année très très difficile, pour ceux qui aiment un petit peu le rock, le meilleur guitariste d'ACDC, Bon Scott, est mort. Il est mort parce qu'il a trop bu, trop pris de substances, et il dormait, il était un peu dans le coma, son copain l'a laissé sur le siège passager de la voiture et est allé se coucher en disant « je vais le laisser dormir », on l'a retrouvé le lendemain, étouffé dans son vomi, et mort. Donc, angoisse, la même année, pareil, le batteur de Led Zeppelin, cette fois, qui a eu la bonne idée de prendre 40 shots de vodka en quelques heures, coma éthylique, aspiration, inhalation massive, vomissement, décès. Donc de là est né, de là et d'autres, de ce genre d'image très parlante dans l'imaginaire commun, est né qu'à une sorte de mythe qui est que, eh bien, quand on est dans le coma après une intoxication, il faut absolument protéger les voies aériennes, donc intuber les malades pour éviter qu'ils inhalent, qu'ils se vomissent dans les bronches, comme on dit, hein. Et donc, ce seuil de Glasgow à 9 est resté un peu comme un mythe jamais évalué, jamais prouvé, mais utilisé par énormément de gens. Alors, ce seuil de 9, il vient peut-être probablement du cas du traumatisme crânien, parce que dans le traumatisé crânien, il est recommandé, par contre, à peu près officiellement, il est recommandé d'intuber un patient, de le ventiler par ventilation mécanique, quand c'est un trauma crânien grave, donc un trauma crânien avec un score de Glasgow inférieur à 9. Mais le but dans le trauma crânien, ce n'était pas de protéger les voies aériennes, c'est de limiter les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, donc en contrôlant la ventilation, la pression artérielle en CO2, la pression artérielle en oxygène, etc. Et donc, encore une fois, cette chose que tout le monde fait, que ce soit aux USA, en Europe, en France ou autre, d'intuber les malades intoxiqués dans le coma parce qu'ils ont un Glasgow inférieur à 9, ne repose sur pas grand-chose. Alors un tout petit mot, je ne vais pas vous faire toute la biblio, mais pour vous montrer à quel point c'est sur des bases un peu faibles que le monde agit comme ça. Une petite lettre, hein, parue dans le BMJ en 91, toute petite, inquiète tout le monde en disant, vous voyez, ce fameux gag réflexe, hein, ce réflexe nauséeux qui empêcherait d'inhaler, est très altéré quand on a un Glasgow inférieur à 9. Alors vous voyez, sur cette petite série, on voit que les malades qui ont Glasgow 9, 8, 7, 6, 3, donc les malades dans un coma profond, ont très peu de réflexes nauséeux normal. Donc il est atténué, voire absent. Donc ça, c'était inquiétant. Maintenant, si on se penche dessus quand même sur cette lettre, on se rend compte que c'est le cas aussi pour beaucoup de gens qui ont toutes leurs facultés. Je veux dire, ils ont un Glasgow 15, certains, eh bien, parmi vous, là, qui nous écoutez, parmi vous, certains ont un réflexe nauséeux qui est absent ou altéré. Donc finalement, ce seuil à 9, il n'est pas franc. Il y a cette étude par des chercheurs français dans le Lancet, qui a quasiment une trentaine d'années, qui montrait aussi le risque d'inhalation et de pneumonie d'inhalation qui augmentait au fur et à mesure que le score de Glasgow montait, donc c'était inquiétant. Sauf que, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a un seuil vraiment, vraiment franc à 8 ou 9. Et puis, ces patients, ils étaient intubés, en fait. Donc, la base de toute cette réflexion, c'est qu'on ne sait pas si intuber un malade protège vraiment de l'inhalation. L'étude qui va un peu euh, renforcer ce mythe, c'est une étude qui va vous montrer que si Glasgow inférieur à 8, alors beaucoup d'inhalation, et si supérieur à 8, très peu d'inhalation. C'est une étude qui a une validité externe qui est vraiment
extrêmement modéré. On est sur une centaine de patients et des patients très très particuliers. C'est des patients en Iran avec une intoxication aux organophosphorés qui ont quasiment tous eu l'administration de charbon activé ou de lavage gastrique et qui sont des procédures, on le sait, qui sont très très favorisant l'inhalation et donc les pneumonies. Donc voilà, on se retrouve ici en 2000 et quelques avec, on ne sait pas très bien, est-ce qu'il faut intuber ces malades pour leur protéger les voies aériennes ou est-ce qu'il faudrait adopter une pratique plus attentiste et moins invasive de ne pas intuber les malades. Donc voilà la question qu'on se pose. Et on se dit à un moment que cette question est extrêmement pertinente parce que quand on veut faire l'étude avec le professeur Adnet, on va chercher d'autres centres pour participer avec nous et on a des réponses de centres très très amusantes qui vont nous confirmer l'intérêt de cette étude. C'est que certains centres disent non, nous refusons de participer à cette étude parce que jamais nous n'intubons ces malades. On sait très bien que ces malades ne doivent pas être intubés, on les met sur le côté comme au fait de Bayonne et puis on attend qu'ils cuvent tranquillement. Alors que d'autres services ont dit jamais nous ne participerons à ce projet parce que ces malades-là, on les intube systématiquement. Il suffit d'une fois où un malade vomit massivement, inhale et meurt. Donc non, 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 on ne prendra jamais ce risque-là. Donc voilà, on est vraiment devant un cas d'école d'équipoise, si je peux dire, où vraiment vous avez des stratégies complètement opposées, qui c'est pas rien quand même d'intuber un malade, pour lesquels on n'a pas la réponse. Alors voilà, voilà les Nico financés en 2019 par le PHRC, avec une promotion à PHP. L'objectif était donc de déterminer l'effet d'une stratégie non invasive, c'est-à-dire ne pas intuber les malades qui sont dans le coma post-intoxication aiguë. Alors voilà, ce sera ça. L'intervention, c'est ne pas intuber ces malades. Alors, cette étude, elle a été faite sur un peu plus de 20 centres. Donc, la plupart du temps, c'est des services d'urgence et de SMUR. Donc, 20 services d'urgence en France, dont 16 avaient aussi des unités mobiles de SMUR, ainsi qu'une réanimation. Donc, 21 centres en France, randomisés en ouvert. Les patients qui étaient inclus, c'était des patients adultes, évidemment, 18 ans minimum, avec une suspicion clinique d'intoxication. Donc, clinique d'intoxication, ça veut dire que c'est un essai pragmatique. On va faire, il faut que ce soit applicable après. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir une confirmation d'intoxication. C'est un geste urgent. Donc, suspicion clinique d'intoxication et un score de Glasgow inférieur à 9. Donc, un patient dans un coma profond post-intoxication. On a exclu principalement les patientes ou patients qui pouvaient être enceintes, les patients prisonniers qui ne pouvaient pas après être maîtres de leur consentement, bien sûr. Certaines indications absolues d'intubation, on va le voir après, donc on a des critères quand même de safety pour dire ces malades-là doivent être intubés. On a exclu aussi les patients qui avaient une intoxication au cardiotrope, par exemple intoxication massive au bêta-bloquant, parce que chez ces malades-là, on ne pense pas au risque de protection des voies aériennes, ce n'est pas le sujet. Le sujet va être hémodynamique et ces patients qui risquent d'être en choc cardiaque, c'est vraiment un autre problème. Et enfin, on a exclu les patients qui avaient une intoxication à un seul toxique pour lequel il existe un antidote. Typiquement, un patient qui ferait une overdose à l'héroïne, par exemple, pour lequel on a évidemment un antidote, ou au benzodiazépine, pour lequel on a un antidote. Et c'est une évidence que ces malades-là ne doivent pas être intubés. Alors, je vous parlais des critères de safety. Il y a des malades pour lesquels on ne se pose pas la question. On ne va pas les inclure dans cette étude parce qu'ils ont des critères absolus d'intubation. Alors, par exemple, on a les malades qui ont une vraie détresse respiratoire aiguë. Donc, un patient qui désature, qui est hypoxique, malgré de l'oxygène, ce malade-là devra être intubé probablement, non pas pour protéger ses voies aériennes, mais bien évidemment pour améliorer sa ventilation et son oxygénation. On a aussi exclu les malades qui convulsaient ou qui avaient des lésions cérébrales, parce que comme on l'a vu il y a quelques minutes, pour ces malades-là, c'est bien d'avoir recours à la ventilation mécanique pour pouvoir contrôler la PaO2, la PCO2, pour limiter le risque neurologique. Les patients qui vomissent devant nous, bon, et les patients qui sont en choc, encore une fois, parce que c'est une autre indication, là, le patient en choc qui devra finalement être intubé. Donc ces critères de safety vont être à la fois des critères tout au long de l'étude pour dire si le malade présente un de ces critères-là, il faut l'intuber, et aussi bien sûr un critère d'exclusion, parce que devant un malade qui présente d'emblée ces critères-là, on ne se pose pas la question. Alors, les groupes vont être randomisés comme ceci. Alors, c'est une randomisation qui est faite centralisée, mais après dans des enveloppes scellées opaques, donc qui ont été distribuées dans les unités de SMUR, dans les services d'urgence ou de réanimation. Donc, vous avez une enveloppe, le patient est inclus,
on déchire l'enveloppe, et soit c'est pratique habituelle. Pratique habituelle, donc c'est le médecin urgentiste qui décide, qui fait comme d'habitude, s'il pense ou non qu'il faut intuber le malade. Soit c'est donc notre intervention, c'est-à-dire intervention non invasive. On n'intube pas le malade en l'absence de fameux critères de safety dont on a parlé tout à l'heure. Il va être surveillé de manière rapprochée, et si le malade à un moment présente des critères de safety, là, il sera intubé. Il n'y a pas de protocole précis pour l'intubation, c'est un sujet dont on pourra discuter si on a le temps, mais c'est vrai que ce n'est pas encore complètement bien protocolisé, il y a plusieurs écoles. Notre critère de jugement, alors il est un peu amusant. C'est un critère composite hiérarchique. Alors ça devient assez à la mode, hein. Je vois ça au PHRC, il y en a de plus en plus. Donc au lieu de faire un composite où on dit que tout a la même valeur, c'est hiérarchique, c'est-à-dire qu'un décès, évidemment, c'est pire que rester longtemps en réanimation, qui est pire que de rester longtemps à l'hôpital. Donc voilà les trois composantes de notre critère composite hiérarchique. Et nos critères de jugement secondaire, ils vont être chacune de ces composantes, hein, le décès, la durée de séjour en réanimation, ça va être aussi l'admission en réanimation, la mise sous ventilation mécanique, et en particulier ce qui peut nous intéresser, c'est le taux de pneumonie d'inhalation, le taux de pneumonie tout court, parce que c'est quand même initialement la base de notre réflexion, c'est on veut éviter les pneumonies d'inhalation, et les effets indésirables liés à l'intubation. Parce que l'intubation, même si c'est une équipe qui est rodée, qui sait très bien faire ça, l'intubation orotrachéale d'un malade, c'est quand même assorti de risques, un certain nombre de risques d'événements indésirables. Alors juste petite précision pour le diagnostic de pneumonie, on a utilisé des critères très stricts, hein, qui étaient les critères du CDC, parce que ça va être quand même un critère de jugement très important pour nous, qui doit être vraiment reproductible, et donc le critère de pneumonie était vraiment évalué après coup selon des critères très stricts. Et enfin, les événements indésirables liés à l'intubation, ils sont décrits dans la littérature. Ça va être tous les éléments, les événements per-intubation, l'arrêt cardiaque, l'hypoxémie, l'hypotension, et ça peut être aussi des complications pures de l'intubation, comme le traumatisme dentaire, l'intubation œsophagienne, ou enfin les vomissements. Parce que, bon, ça fait partie de notre réflexion aussi. On intube les malades pour éviter qu'ils se vomissent dans leur voie aérienne, mais en même temps, on sait que intuber un malade, aller mettre un laryngoscope dans le larynx, eh bien, ça peut quand même créer des vomissements. Donc voilà, ce sont des événements indésirables aussi qui ont été colligés. Le calcul d'effectifs était basé sur des séries rétrospectives observationnelles, et donc il nous fallait analyser 200 patients, anticipant quelques perdus de vue, population particulière ou refus. Il nous fallait inclure 240 patients. Alors, je m'arrête un tout petit peu, j'ai le temps, un tout petit peu de temps sur, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, cette histoire de critères composites hiérarchiques, hein. Moi, je l'ai découvert pendant cette étude. Donc, c'est très intéressant. En fait, on va prendre chaque patient d'un groupe et on va le comparer à tous les patients de l'autre groupe. Et à chaque fois, on va voir s'il gagne ou s'il perd. C'est la méthode du win ratio. Et à chaque fois, s'il gagne sur le premier critère, il a gagné. S'il est égalité sur le premier critère, on va regarder sur le deuxième critère. Donc, par exemple, là, si les deux sont morts, bon, bah, personne gagne. Si je gagne là-dessus, bah, je gagne sur la mortalité, j'ai gagné, etc., etc. Et si jamais on est pareil, si tous les deux on ne meurt pas, alors on va au deuxième critère. Si jamais j'ai une durée de séjour en réanimation inférieure, je gagne, etc. Donc vous voyez, c'est assez amusant. Donc on va avoir un nombre de paires incalculable. Alors, les résultats, bien sûr, on attend ça avec impatience. On a randomisé 237 malades et dans l'analyse principale, donc en intention de traiter, on a pu garder 225 malades. Sur ces 225 malades, en très gros, on a une moyenne d'âge qui est à 30 et quelques années, 33 ans. On a un petit peu plus d'hommes que de femmes. La plupart des malades ont été inclus dans les services d'urgence, un gros tiers en préhospitalier en SMUR. Et vous voyez que ce qui nous intéresse, c'est que le score de Glasgow médian était à 6, mais que c'était des malades qui étaient quand même vraiment bien dans le coma, puisque un tiers de nos malades avait quand même un score de Glasgow à 3. Un 3, c'est le score minimum, c'est aucune réaction à la douleur, par exemple. Donc, il y avait quand même une certaine partie de ces malades qui étaient quand même sérieusement dans le coma. Polyintoxication pour beaucoup de malades, beaucoup d'alcool, de benzo, de neuroleptiques, un peu d'antidépresseurs, cocaïne, crack, beaucoup de réjouissances comme ça, GHB, amphétamine, bon, un peu des nouvelles drogues. Donc, dans nos groupes, en fait, très intéressant, donc on voit déjà un effet de l'intervention. L'intervention fait que dans le groupe intervention, seulement 16% des malades étaient intubés, alors que dans le groupe contrôle pratique clinique, c'est quasiment 60% des malades qui ont été intubés. Notons que sur les malades qui ont été intubés dans le groupe intervention, une partie a été
par violation de protocole. Vraiment, certains médecins ont encore du mal potentiellement à ne pas intuber ces malades-là. Et il y avait donc comme cause d'intubation, on peut revenir là-dessus, mais principalement le fait que ce soit la pratique habituelle dans le groupe contrôle, et sinon des signes de détresse respiratoire. Voilà, dans les critères de safety, ce qui était le plus présent, c'était en fait une hypoxémie qui a conduit pour certains malades à une intubation d'urgence. Donc, ce fameux critère de lésion principale qui nous montre un bénéfice clinique franc. Alors, ce bénéfice clinique sur ces trois composantes, il s'évalue par le win ratio qui est égal à 1,85. Donc, comme je vous disais, hein, chaque patient va être comparé à tous les autres patients. Donc, ça nous fait près de 13 000 paires de malades. Et à chaque fois, on a regardé lequel est mort, lequel est resté le plus longtemps en réanimation, etc. Et donc, dans les paires, on a là 65% qui gagnent contre 35% qui perdent. Ça nous fait un win ratio. Donc, un avantage clinique, un bénéfice clinique net à 1,85, extrêmement significatif cliniquement et statistiquement. On peut s'attarder un petit peu sur les critères secondaires, mais on ne va peut-être pas rentrer en détail de tous, sauf un qui nous intéresse énormément, c'est évidemment l'occurrence, donc l'apparition d'une pneumonie. Et donc, la pneumonie, très très intéressant, il y avait moins, alors c'est pas significatif, on peut dire ce qu'on veut, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, l'effet, la taille de l'effet montre clairement qu'on a l'impression que ne pas intuber les malades va finalement réduire le risque de pneumonie. Et ça, c'est vraiment un des résultats les plus intéressants, je trouve, de l'étude. C'est-à-dire qu'au départ, on intube pour dire « Oh, il ne faut pas qu'ils vomissent, il faut éviter une pneumonie ». Et en fait, intuber les malades, ça peut les faire vomir, ça les met sous ventilation mécanique, ça peut créer une pneumonie acquise sous ventilation, etc. Donc finalement, intuber les malades risque finalement de causer plus de pneumonie que de ne pas les intuber. Voilà. Alors, il y a des analyses de sous-groupes qui nous montrent que ça marche en particulier même chez les patients qui ont un Glasgow inférieur à 7, donc les patients qui ont un coma le plus profond. L'étude a quelques limites, bien sûr. En particulier, c'est une étude en ouvert. Bon, donc elle comporte tous les biais d'une étude en ouvert qui ne peut pas, évidemment, être fait en aveugle. Les autres limites, c'est principalement qu'on avait un critère composite hiérarchique dont le premier composant était le décès. Il n'y a eu aucun décès dans toute l'étude. Donc, ce bénéfice clinique qu'on met en évidence, il est surtout motivé par la réduction des admissions en réanimation et la réduction du temps de passage, du temps d'hospitalisation en réanimation et à l'hôpital. Enfin, on n'avait pas vraiment de conditions précises, comme je vous disais, sur les intubations elles-mêmes, mais si on regarde comparé aux autres essais, aux grandes séries, les risques d'intubation, les intubations qui étaient faites dans cette étude comportaient vraiment les mêmes caractéristiques que ce qu'on retrouve dans les grandes séries, que ce soit en France, en Europe ou aux USA. Voilà, donc je conclus de manière très synthétique. Chez les patients comateux, après une intoxication aiguë avec un Glasgow inférieur à 9, renoncer à l'intubation systématique, en dehors des critères de safety, est associé à un bénéfice clinique sur un critère de décès, durée de séjour en réanimation et durée de séjour à l'hôpital. Voilà, donc je remercie en particulier le professeur Adnet qui m'a beaucoup confirmé qu'il fallait faire cette étude. Je ne pourrais jamais remercier assez toute l'URC de Saint-Antoine et Tabassum Simon et Sarah Sali en particulier, qui était la chef de projet de l'URC, et Sophie à la PHP, à la DRCI, Sophie Courcial-Destambert. Ces gens-là sont extraordinaires. Voilà, je crois qu'il y a ce petit questionnaire de satisfaction que je dois vous mettre ici avec le rappel de l'étude. Et je vous remercie, je suis à vous. Merci beaucoup, professeur. Avant de passer au questionnaire de satisfaction, je vous propose qu'on passe au petit temps de questions-réponses. Donc, Je les très vois, bien. si vous Alors, voulez, je première vais lire. question de Mathieu, ce sont les pneumonies nosocomiales qui ont diminué et la durée du séjour a également diminué. Alors, les pneumonies, on a pris toutes pneumonies parce que ça va être un peu difficile de dire qu'elles ont été causées à qui sous ventilation mécanique. Simplement, on a dit qu'il fallait évidemment qu'elles apparaissent dans les 48 heures au moins, sinon ça comptait pas. Donc, on peut considérer qu'elles sont nosocomiales dans le sens attrapées à l'hôpital ou simplement iatrogènes, hein, dues à l'intubation ou dues au vomissement au moment des gestes. Donc, les pneumonies, on n'a pas différencié pneumonie acquise sous ventilation versus pneumonie d'inhalation. C'est pas évident de dire laquelle est laquelle, mais clairement, il y a en tout cas un effet qui suggère que le taux de pneumonie, toute pneumonie confondue nosocomiale, diminue. Et le consentement des participants en situation d'ordre d'urgence, très intéressant. Donc, on fait un consentement en urgence comme pour ce genre d'études où on ne peut pas avoir le consentement. Mais tous les patients
dès qu'il recouvrait un état de conscience correct, était informé de l'étude et donnait un consentement éclairé signé dès qu'il le pouvait. Concernant la troisième question sur la différence de prise en charge aussi forte entre des centres qui intubent systématiquement et d'autres jamais, y a-t-il des guidelines, des preuves sur les événements indésirables graves? Quelles sont les pratiques au niveau international? Eh bien, c'est très intéressant parce que en fait, tout le monde se dit: «Oui, Glasgow inférieur à 9, on va intuber» et quand on regarde vraiment, il n'y a pas de recommandation. C'est vraiment les gens font un peu, à leur sauce, si je peux dire et comme vous avez vu, certains centres se disent: «On ne le fait jamais», et d'autres: «On le fait toujours». Donc c'est pour ça que vraiment que cette étude, moi, me plaît énormément parce qu'il y a une telle disparité des pratiques pour quelque chose d'aussi important. Voilà, il n'y avait aucune preuve jusqu'à présent, que des études rétrospectives, avec beaucoup de biais. Bah, on espère que cette étude sera une des premières qui va pouvoir justement donner un petit peu de niveau de preuve pour conditionner ça, pour guider l'intubation. D'accord. Anne nous dit qu'elle a découvert le score Glasgow dans la série Télé Urgence et qu'elle remercie de cet éclairage tant attendu. Sa question porte sur les séquelles d'une intubation non nécessaire. Alors, les séquelles d'une intubation tout court, il y en a. C'est-à-dire intuber un malade, c'est risque de mortalité qui est très faible, mais qui existe quand même, de choc, d'hypotension, de détresse respiratoire aiguë, d'hypoxie, et plein d'autres, de traumatisme dentaire. Et puis une fois qu'on a intubé un malade et qu'on ne devait pas, il est sous ventilation mécanique, donc les séquelles, enfin les risques plutôt que les séquelles, il est exposé à, des pneumonies nosocomiales, à simplement être admis en réanimation, eh ben, c'est assorti de beaucoup de risques, hein. On va être potentiellement sédaté longtemps, on peut avoir les complications de la réanimation par rapport à essayer d'attendre que le malade se réveille et le faire sortir au bout de quelques heures. Ok. On peut poursuivre la question de Nawal. Est-ce que depuis la publication de votre article, les pratiques ont changé? Alors, la publication, c'était fin octobre, je crois. Donc, bon, on va pas changer les pratiques de certaines personnes qui sont convaincues depuis 40 ans. Peut-être qu'on va un peu à la marge les modifier, mais moi, effectivement, déjà de ce que je vois autour de nous, les retours que j'ai de réanimation, d'autres SMUR et d'autres pays avec qui on a beaucoup de liens, je pense que oui, les gens s'interrogent beaucoup plus. Alors, il n'y a pas encore de guidelines officielles qui ont dit à partir depuis il y a 2 mois, vous devez tout arrêter, mais oui, je pense que les pratiques changent et vont changer. D'accord. Un autre participant est en train de poser une question. On peut peut-être attendre quelques secondes. Toujours Nawal, est-ce que vous avez identifié d'autres pratiques aux urgences qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle étude? Oui, oui, on essaye heureusement, on continue nos études, hein, notre équipe de recherche continue à faire des études, mais d'une manière générale, cette étude rejoint quelque chose d'assez global de notre groupe de recherche, qui est essayer de diminuer l'intensité des traitements et l'intensité des examens. Maintenant, on arrive un peu, on veut faire un peu les choses à l'envers. Et à l'époque, on voulait être le plus maximaliste possible, faire le plus d'examens pour ne rien rater, faire les traitements les plus forts pour être sûr de donner toutes ses chances aux malades. Et on se rend compte que réduire un petit peu le recours aux examens complémentaires ou aux examens invasifs ou aux traitements invasifs peut finalement être bénéfique pour le patient. Donc il y a beaucoup d'autres sujets aux urgences qui vont, j'espère, faire l'objet de futures recherches chez nous et ailleurs. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il ne reste plus qu'à vous remercier beaucoup. Est-ce que vous souhaitiez dire peut-être un dernier mot avant qu'on conclue? Non, j'ai remercié tout le monde. Je trouve que voilà, je remercie encore vraiment l'AP et le PHRC national.